Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction générale. À notre connaissance et sans prétendre à l'exhaustivité absolue, la plupart des études juridiques traitant de la responsabilité civile des constructeurs n'ont abordé en général que la responsabilité contractuelle sans pour autant aborder leur responsabilité extra-contractuelle et encore moins leur assurance. L'analyse et l'étude de ce type de responsabilité extra-contractuelle exige, d'une part, la connaissance parfaite des métiers et professions qui concourent à la réalisation d'une construction et d'autre part avoir une connaissance, du moins approfondie, des fautes commises par ces mêmes intervenants et en même temps avoir une base de données des sinistres typiques et accidents vécus sur chantier. Notre formation polyvalente d'ingénieur et de juriste, ainsi que notre métier d'expert d'assurance et d'expert judiciaire, nous ont permis de constater combien même les fautes extra-contractuelles des constructeurs sont nombreuses et méritent une attention particulière. L'étude et l'analyse de ce genre de fautes pourraient participer à l'évolution de la législation et l'amélioration des couvertures d'assurance des constructions au Maroc. En tant qu'ingénieur expert et juriste, notre souhait est d'exprimer un avis, modeste soit-il, sur les défaillances et carences de la législation marocaine dans le domaine de la construction. On tient à rappeler que les données tant financières qu'économiques montrent et démontrent d'une façon évidente la place importante et grandissante du secteur du BTP dans l'économie marocaine. À ce propos, on rappelle que le secteur du BTP joue un rôle essentiel tant au niveau économique qu'au niveau social. Notre choix s'est porté sur l'étude de la responsabilité extra-contractuelle des constructeurs dans le cadre de la législation marocaine, et en comparant son traitement par d'autres législations européennes, France, Allemagne, Espagne et Grande-Bretagne ou africaines, Algérie, Tunisie et Sénégal. Ce choix est tout d'abord motivé par l'existence actuelle d'un important contentieux entre les constructeurs et les maîtres d'ouvrage de nature extra-contractuelle. Ce choix repose également sur l'objectif de rechercher les explications objectives de ce contentieux, dans le cadre du jeu des règles de la responsabilité des constructeurs tracées par la législation marocaine. Nous exposerons tout d'abord, dans la suite de la présente introduction générale, l'intérêt de ce choix restreint. Nous nous efforcerons de montrer que l'étude de la responsabilité extra-contractuelle des constructeurs peut être considérée comme un exemple paradigmatique pour l'étude de la responsabilité des industriels en général. Nous essaierons de démontrer les liens entre les règles applicables à ce contentieux de nature extra-contractuelle et certaines règles générales portant sur la responsabilité contractuelle des constructeurs. Afin de situer cette problématique, nous exposerons la méthode d'étude que nous avons choisie et ce en partant d'une définition générale de la responsabilité des constructeurs telle qu'elle est pratiquée sur chantier et non par la loi. Cette approche conduit nécessairement à omettre l'étude de certains points de droit, certes indissociables de l'étude de la responsabilité des constructeurs, mais que nous ne développerons pas, telle la responsabilité contractuelle. Enfin, nous exposerons le plan adopté pour notre étude de la responsabilité extra-contractuelle des constructeurs, permettant de résoudre notre problématique en expliquant le contentieux naissant entre les constructeurs et les maîtres d'ouvrage par le jeu des règles de la responsabilité des constructeurs dans le cadre du DOC, en l'absence pour le moment d'un code de la construction, ainsi que dans celui du code des assurances. Le choix du sujet est motivé aussi par les types de réponses que peut apporter le secteur d'assurance à cette problématique de la responsabilité extra-contractuelle des constructeurs envers les tiers après réception des travaux. En effet, du fait de son rôle moteur de l'économie, le BTP agit comme un véritable levier de croissance. Passé la consolidation actuelle, le secteur du BTP devrait continuer son développement dans les années à venir, du fait de la conjonction de plusieurs facteurs endogènes. L'ouverture de l'économie nationale sur le reste du monde. Les différentes mesures mises en place par l'État marocain pour dynamiser l'attractivité du secteur. Mise en place d'outils de financement, avantages fiscaux, programmes des villes nouvelles et politique du logement social. La croissance démographique et son impact sur l'évolution urbaine en termes de logement et d'infrastructures socio-économiques. La mise en chantier de grands projets structurants routes, autoroutes, voies ferrées et gares, ports, infrastructures publiques. La volonté délibérée de conquérir des marchés de l'Afrique de l'Ouest, jumelée à l'exportation de l'ingénierie marocaine. Le secteur du bâtiment et travaux publics,
contribue à hauteur de 6,6% du total des valeurs ajoutées au prix courant, et 22,3% de celles relatives aux activités secondaires entre 2008 et 2013. Il emploie près d'1 million de personnes, soit 9,3% de la population active occupée, dont 11% dans le milieu urbain. Activité stratégique pour l'économie du Maroc. Le secteur du bâtiment et des travaux publics réalise un PIB de 53 milliards de DH par année, soit près de 6,6% du PIB national. De ce fait, le BTP se présente comme un secteur clé de l'économie marocaine. Entre 2002 et 2013, le secteur du BTP a connu une grande évolution au point que sa valeur ajoutée s'est vue doubler. Le secteur renferme environ 60 000 entreprises et emploie environ 9% de la population active marocaine. Mais, ce secteur n'est pas bien organisé et le secteur informel est très présent dans le domaine de la construction destinée à l'habitat, au point qu'il domine pratiquement le secteur privé. Figure 1, enquête trimestrielle de conjoncture HCP décembre 2016. Selon le HCP, voir tableau de bord sectoriel, mai 2015, Direction des études et prévisions financières, ministère de l'économie et des finances. En 2016, l'économie a perdu 125 000 emplois touchant tous les secteurs d'industrie, des services ainsi que ceux de l'agriculture à l'exception du secteur du BTP qui a créé plutôt 52 000 emplois. En effet, le secteur du BTP reste un secteur actif et créateur d'emplois en comparaison avec d'autres secteurs de l'économie marocaine. Selon l'enquête du HCP, enquête trimestrielle de conjoncture 3e trimestre 2016, HCP décembre 2016, réalisée auprès de patrons d'entreprises du BTP en décembre 2016 dédiée au 3e trimestre de l'année 2016, 61% des patrons considèrent que le secteur aurait connu une certaine stabilité contre 27% qui considèrent, au contraire, que le secteur aurait connu une baisse de l'activité. Cette stabilité, selon les 61% des patrons, est réalisée dans les deux secteurs de construction tant du bâtiment que du génie civil. En ce qui concerne les commandes constatées dans le secteur de la construction, 50% des patrons considèrent que le niveau de ces commandes est stable contre 39% des patrons qui considèrent au contraire que le carnet de commandes a connu une baisse notoire. Quant à l'emploi, la majorité des patrons, 73%, auraient connu une stabilité et le taux d'utilisation de capacité productive, TUC, ratio entre les capacités de production mobilisées par les entreprises pour la réalisation des travaux et l'ensemble des capacités de production effectivement disponibles dans les entreprises, serait stabilisé au niveau de 64%. Ce taux TUC élevé indique que les capacités de production mobilisées par les entreprises de construction sont importantes et dénote un carnet de commandes assez rempli. Mais ne perdons pas de vue que l'État reste un donneur d'ordre important dans le domaine de la construction puisque 80% environ des marchés publics marocains sont dédiés à la construction, travaux du bâtiment et génie civil confondus. La construction de bâtiments ainsi que les travaux spécialisés de génie civil sont les deux segments porteurs de cette branche. Dans le segment de l'habitat privé, l'autoconstruction représente la moitié des unités réalisées chaque année. Indicateurs sectoriels, bâtiments et travaux publics. Tableau 1. Tableau de bord relatif au secteur du BTP jusqu'à l'exercice 2014. Source. Calcul de la DEPF sur la base des données du ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique, du Haut-Commissariat au Plan et de l'Association professionnelle des cimentiers du Maroc. Par ailleurs, les données économiques africaines nous montrent la place du Maroc dans le tissu économique africain. Tableau 2. Perspective macroéconomique de l'Afrique du Nord. À travers ces chiffres très signifiants et significatifs, nous pensons que la législation marocaine est vraiment en dessous des attentes des professionnels du BTP et ne fonctionne nullement au rythme du développement de ce secteur. Une société ne peut espérer avancer dans la voie du développement tant économique que social, qu'à travers la mise en place d'une législation moderne qui se met au diapason des attentes de ses membres actifs représentant la locomotive de développement, de la production et de l'industrie. Nous pensons qu'il est temps de revoir les lois marocaines qui datent de l'époque du protectorat français. Le DOC en tant que code civil a été établi en 1913,
Revoir le code des assurances qui ne fait référence à aucun moment au secteur de la construction et mettre en place le code de la construction tant attendu par les professionnels, ce qui permettra de répondre à l'évolution très rapide du secteur de la construction. On peut constater que tout ouvrage à construire ou à monter est exposé aux périls les plus divers. La construction d'ouvrages n'est certainement plus simple à cause de plusieurs paramètres techniques, et qui n'ont fait qu'aggraver les risques survenant tant en période de construction de l'ouvrage que durant son exploitation. En effet, la pression urbaine, conséquente de l'augmentation de la population dans les villes durant les dernières décennies, a fait croître la demande des logements. Cette situation a généré la rareté des terrains constructibles en zone urbaine, au point d'avoir recours à l'utilisation de terrains réputés auparavant inconstructibles tels les anciennes carrières, anciennes décharges publiques et terrains marécageux. Afin de répondre à cette demande croissante de logements, les ouvrages ont connu une augmentation de leur volume et hauteur ainsi que le recours à l'utilisation de nouvelles techniques de construction ne bénéficiant pas de recul suffisant pour évaluer les risques qu'elles peuvent engendrer. D'ailleurs, la préfabrication en série d'éléments lourds et l'apparition de procédés d'étanchéité nouveaux n'ont fait qu'aggraver la sinistralité dans le secteur de la construction. Les marges bénéficiaires des entreprises deviennent de plus en plus réduites à cause du contexte économique défavorable et de la concurrence très prononcée ces dernières années, se caractérisant par la venue et l'installation d'entreprises européennes au Maroc, principalement espagnoles et françaises. À tous ces facteurs de risque tant techniques que financiers, s'ajoutent les phénomènes de corruption, de malversation ainsi que l'absence de contrôle des ouvrages en cours de construction par les autorités locales aggravant ainsi la sinistralité des constructions. Situation qui se traduit malheureusement parfois par l'écroulement d'immeubles en cours de construction et la mort de dizaines de personnes. Le cas de l'écroulement de l'immeuble de Kenitra en 2008, qui s'est soldé par la mort de 18 personnes et la blessure de 26 autres est l'exemple type qui corrobore le manque et même l'absence totale des contrôles de l'administration. Tous ces facteurs d'aggravation des risques liés à la construction auraient pu être évités si la législation marocaine était en mesure de répondre à cette nouvelle situation, caractérisée par la complexité grandissante du secteur de la construction. La législation marocaine est très en retard, voire obsolète et ne répond plus au développement du secteur de la construction. Il est temps de revoir cette législation pour la mettre à niveau, afin de répondre aux exigences et contraintes du secteur de la construction. Tous ces phénomènes créent des problèmes d'organisation dans les chantiers, ou engendrent des litiges entre maîtres d'ouvrage et intervenants. Il est donc apparu intéressant d'analyser la responsabilité des intervenants dans l'acte de construire, tant à travers les législations marocaines et ses jurisprudences, qu'à travers les législations d'autres pays tels la Tunisie et la France. La détermination et délimitation de la responsabilité des intervenants suppose, d'une part l'existence d'une législation propre au secteur de la construction tel un code de la construction, d'autre part les contrats qui lient le maître d'ouvrage aux différents intervenants devraient être précis sur la nature des missions qui seront réalisées par l'intervenant tout en délimitant sa responsabilité. Par ailleurs, le corps de la magistrature devrait se spécialiser pour pouvoir rendre des sentences mieux fondées et par conséquent plus pertinentes. Le principe de la responsabilité civile n'est nullement propre au secteur de la construction. C'est un vieux principe d'après lequel tout dommage causé à autrui oblige celui par la faute duquel il a été causé à réparer lorsqu'un lien de causalité a été démontré comme existant entre le dommage et l'acte commis. La responsabilité civile consiste à assurer à la victime la réparation d'un dommage causé par un tiers. Par conséquent, elle ne se conçoit traditionnellement qu'en présence d'un dommage déjà réalisé, qu'il convient précisément de réparer. V. Bakash JBLIM, Droit civil T5, Les obligations, la responsabilité civile extracontractuelle Beyrouth, édition Delta 2008, page 3. Le fait dommageable engendre une obligation légale à la charge de l'auteur qui en est débiteur, à l'égard de la victime. La réparation se fait généralement en numéraire au profit de la victime ou de ses ayants droit. La responsabilité civile n'est donc pas fondée que sur des préoccupations juridiques, mais également fondée sur des préoccupations morales. Il est important que le responsable d'un dommage le répare. À travers et par la responsabilité civile,
Le droit cherche à assurer aux individus la réparation de leurs dommages privés afin de remettre les choses en état de rétablir un équilibre. Dans ce cas, la sanction est indemnitaire et non répressive. La responsabilité peut dériver d'un contrat produisant une responsabilité contractuelle régie par les articles 723 et suivants du DOC, et relatif au contrat de louage de service ou de louage d'ouvrage, par opposition à la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle régie par les articles 77 et suivants du DOC et qui oblige le responsable à réparer un préjudice causé à autrui, n'ayant aucun lien juridique avec le responsable fautif au moment de la constatation du dommage. D'ailleurs, dans le cadre de la construction, les deux types de responsabilité civile peuvent cohabiter, se produire simultanément ou séparément. Le cas pouvant illustrer ces situations engendrées par un seul et même sinistre se résume en l'écroulement d'une partie de l'ouvrage sur une rue touchant un passant et dégradant l'entrée d'un magasin. Ce type de sinistre générerait éventuellement trois types de dommages, engageant ainsi la responsabilité civile des intervenants dans l'acte de construire. En premier lieu, ce genre de sinistre génère des dommages à l'ouvrage en cours de construction, ce qui mettra en jeu la responsabilité civile contractuelle des intervenants vis-à-vis du maître d'ouvrage. Par ailleurs, cet écroulement va se traduire par un dommage corporel touchant le passant et engageant ainsi la responsabilité civile des intervenants vis-à-vis des tiers. En dernier lieu, ce sinistre produira des dommages matériels correspondant à la détérioration de l'entrée du magasin, dommages matériels, ainsi qu'une perte d'exploitation, dommages immatériels, dus à la fermeture pour réparation, ce qui mettra en jeu la responsabilité civile extracontractuelle des intervenants. Ce genre d'accident illustre à quel point la responsabilité civile des intervenants peut être importante voire énorme suite à un sinistre. Cette remarque mène à faire un lien entre le développement de la législation et celui des assurances et des couvertures pouvant être offertes par les assureurs au Maroc. Afin de délimiter la responsabilité tant contractuelle que quasi-délictuelle de chaque intervenant dans l'acte de construire, il serait nécessaire de définir la fonction de chacun de ces intervenants. Cette approche paraît importante au vu de l'amalgame et de la confusion souvent constatée dans les différentes publications sur la fonction de l'architecte ainsi que celle des ingénieurs. Par ailleurs, à ce jour le DOC ne définit nullement les appellations et codifications des différents intervenants dans l'acte de construire. La définition et délimitation de fonctions permettrait aussi de comprendre dans quelle mesure la responsabilité in solidum peut être utilisée en cas de litige ou de conflit entre intervenants dans l'acte de construire. La responsabilité contractuelle de ces prestataires de services ne pourra être engagée que s'il est apporté la preuve d'un comportement fautif, d'un préjudice, d'un lien de causalité entre ce comportement fautif et le préjudice allégué. Le comportement fautif serait interprété comme tout manquement aux obligations prévues explicitement ou découlant implicitement du contrat qui lie le prestataire, ou l'entreprise dont il dépend, à l'autre partie. Le comportement fautif pourrait ainsi s'agir de l'une ou plusieurs des situations suivantes. D'une inexécution partielle ou totale des obligations contractuelles, absence de livraison d'un matériel, d'une commande, d'une étude, etc. D'un simple retard dans l'exécution, retard dans les délais pour lesquels le prestataire s'était engagé à fournir sa prestation intellectuelle ou matérielle, ou d'une exécution dite défectueuse des obligations, exemple, préconisation de l'ingénieur qui se serait avérée dangereuse pour l'entreprise conseillée, etc. Si les obligations explicitement prévues dans le contrat, obligations dites principales, ne posent guère de difficultés pour être identifiées, il y a lieu de noter que les tribunaux imposent d'autres obligations aux prestataires de services et particulièrement à l'ingénieur, liées à sa qualité d'homme de l'art, qui découlent implicitement du contrat, obligations dites accessoires, et que l'ingénieur se doit pourtant de respecter. Il s'agit par exemple de l'obligation de conseil, du devoir d'informer autre partie des éventuels risques liés à la mise en œuvre de telle ou telle préconisation, de l'obligation de s'assurer de la sécurité des biens et des personnes dans l'utilisation de tel ou tel outil, ou dans la mise en œuvre de tel ou tel process industriel ou technologique. Mais en contrepartie,
Comment peut-on expliquer le peu d'attention et de coordination porté par les professionnels à la prévention des risques liés à la responsabilité civile dans le secteur industriel et particulièrement dans le secteur du BTP ? Afin d'expliquer cette situation, certains font valoir la difficulté de la tâche de prévention en responsabilité civile du fait qu'il ne s'agit pas de protéger un bien clairement identifié, mais plutôt de s'intéresser aux activités de l'entreprise ainsi qu'aux comportements et faits et gestes de son personnel. S'il est vrai que le caractère, à la fois omniprésent et diffus de la responsabilité civile, rend sa prévention délicate, il reste néanmoins possible de mettre en place de nombreuses procédures et outils de risk management permettant de prévenir les dommages aux tiers. D'ailleurs, de plus en plus d'industriels et de professionnels de l'assurance s'intéressent aux moyens de prévention de la responsabilité civile de l'entreprise dans des situations diversifiées telles les accidents de travail, la pollution des eaux et ou de l'air, ou encore le risque de rappel des produits déclarés défectueux, V. Baron, F. MBA Prévention RC, ENAS avril 2009, page 8. Dans le secteur du BTP, les constructions sont soumises à des phénomènes divers pouvant mettre leur pérennité en danger. Ces risques peuvent provenir en période de construction ou en période d'exploitation de l'ouvrage, V. Sudrer, L'assurance des risques de la construction, Hanover E, 2006, page 5. Ils sont de 3 types. Les risques techniques dus à l'erreur humaine, ceux dus aux phénomènes naturels ainsi que ceux de nature juridique et liés au contrat liant le maître d'ouvrage aux différents intervenants. Le risque peut être celui d'une force mécanique de provenance extérieure telle que le heurt d'une flèche de grue contre l'ouvrage en cours de construction, la chute d'un appareil de navigation aérienne, le choc des navires sur un ouvrage maritime tel un quai ou une digue. Le cas le plus courant est celui des grues à tours dont la chute sur l'ouvrage en cours d'édification peut causer des dégâts importants. La maladresse, la négligence sont souvent à l'origine de différents accidents dommageables à un ouvrage. Signalons aussi que dans un bâtiment à étages, les dégâts provoqués par les infiltrations d'eau en provenance des étages supérieurs et pouvant ruisseler en cascade au sein d'une construction peuvent être graves. Le gel de l'hiver peut être à l'origine aussi de sinistres très onéreux, se traduisant par l'éclatement de canalisations ou les surcharges imprévues qui peuvent être à l'origine d'effondrements de toiture. Signalons également la période délicate des essais, et qui fait trembler le cœur des assureurs, dans la mise en route d'une construction industrielle ou d'une usine, période propre à la survenance d'accidents fort dommageables. Aux dégâts des eaux, s'associe quelquefois un risque bien repéré qu'est celui du vol et le bris de glace. L'autre phénomène, sans caractère de brutalité mais pouvant altérer les composantes de l'ouvrage, viennent créer au sein des ouvrages de multiples désordres qui peuvent constituer dans certains cas, l'objet de dommages matériels élevés caractérisés par les fissurations, etc. Le retrait des mortiers et bétons, le fluage des bétons, la relaxation des aciers. La corrosion des aciers produite par la pollution atmosphérique, proximité immédiate de la mer, etc. La polymérisation de matériaux de synthèse. L'érosion due au fonctionnement ou à l'usure. Le mauvais entretien de l'ouvrage. Les alternances de température provoquant dilatation et retrait des matériaux. Le secteur du BTP est un secteur très dynamique et participe à la résomption du chômage pour une grande part. C'est un secteur qui génère aussi beaucoup de risques tant au niveau technique qu'au niveau juridique. Sa participation à l'économie nationale n'est plus à démontrer. Les attentes des acteurs de la construction sont multiples et sont d'ordre tant organisationnel que législatif. Ce livre, bien qu'ayant même un caractère fondamentalement juridique, a pour vocation, sans prétention de notre part, de dresser un pont entre le droit et l'ingénierie. Partie 1. La responsabilité civile. Titre 1. La responsabilité civile dans le contexte législatif marocain. Introduction. Si les Romains n'utilisaient pas les mots généraux et abstraits de responsable ou de responsabilité, ce n'est pas à dire pour autant qu'ils ignoraient l'idée, et ils raisonnaient déjà en termes de délits, de dommages et de sanctions. Les délits privés romains source des obligations par opposition aux délits publics, entraînant des peines corporelles ou pécuniaires étaient très nombreux. Dès la loi des 12 tables, étaient réprimées des atteintes à la personne comme le membrum ruptum, amputation d'un membre,
l'os fratum, os brisé, et les injuria, violences plus légères. On y trouvait aussi des préjudices moraux comme le malum carmen incantare, faire une incantation magique, ou encore le flagitium facer, faire un scandale. À la fin du Moyen Âge, quelques pratiques barbares subsistent, mais les bases de la responsabilité civile actuelle commencent à se dessiner. Dès la très ancienne coutume de Bretagne par exemple, rédigée entre 1312 et 1325, il est indiqué que nul ne peut faire dommager ne injurier par quelque voie que ce soit qu'il n'en soit récompensé, supposez encore que dommage lui fuste fait à non escient. Apparaît ainsi, dans quelques coutumes, l'idée que tout dommage causé à autrui doit être indemnisé, même en l'absence d'intention de le commettre. D'ailleurs, si l'on fait référence aux Romains pour eux, les objets du droit se résument aux 3 principes: vivre honnêtement, ne pas nuire, attribuer à chacun ce qui lui revient. Chapitre 1 – Principes et régime de responsabilité civile. Curieuse notion qu'est la responsabilité civile, on la fuit comme on la recherche. On use du même vocable pour désigner un pouvoir, pour attribuer une faute, etc. Sorti du cadre juridique, le mot circule de l'entreprise au cabinet médical, dans la sphère politique ou même sportive, etc. Il subit le destin de tous ces termes ambulants qui perdent leur clarté, à force d'innovation. Section 1 – Principes généraux de la responsabilité civile. Pour le sens commun, la responsabilité civile évoque l'idée d'un dommage et sa réparation ou encore l'indemnisation de ses victimes. La responsabilité civile répond de ce fait à ce légitime souci d'indemniser les victimes des dommages qu'elles ont subis. La responsabilité civile est une responsabilité juridique et se distingue donc de la responsabilité morale. Être responsable moralement, c'est répondre de sa faute devant sa seule conscience. Par contre, être responsable juridiquement, c'est répondre de ses actes et fautes devant les hommes. 1. Historique et philosophie de la responsabilité. Tous les grands créateurs de systèmes philosophiques, depuis Aristote et en passant par saint Thomas, Hobbes, Kant, Hegel, Marx, Husserl, ont réservé au droit une place centrale dans leur œuvre, car le droit nourrit tout débat sur les rapports de l'homme et de la société. Le droit ne découle pas seulement d'une exigence pratique, d'un souci pragmatique de mieux réguler la vie de la cité. Il naît de la contradiction interne à la nature humaine entre l'impératif moral de justice et les conditions réelles de la vie sociale. D'ailleurs, Thérée avait exprimé l'importance du regard de la philosophie et son apport au droit. Le droit a besoin d'une lumière extérieure pour fixer le rôle de la loi par rapport au droit et aux valeurs qu'il inspire dans la société contemporaine. À l'origine, la responsabilité n'a pas eu d'existence distincte. La responsabilité semblait entièrement pénale et religieuse. Les sanctions qui consistaient en des sacrifices paraissaient dépourvues de toute préoccupation indemnitaire et ne cherchaient qu'à punir les atteintes portées à l'être social ou à Dieu qui le symbolise. À cette époque, l'individu comptait peu pour que l'idée d'une responsabilité autre que la responsabilité pénale puisse se développer. Ce n'est que plus tard et à travers la vengeance privée et familiale, puis ensuite au moyen des compositions pécuniaires et peines privées qu'apparaîtront les premières manifestations de responsabilité civile. Dans le temps, la vendetta, dont la loi du talion atténuera le châtiment par le principe de réciprocité, était à dominante répressive. Et ce n'est qu'avec l'apparition et l'application des amendes pécuniaires que l'idée de réparation civile connaîtra un net progrès. La responsabilité civile est donc née de la responsabilité pénale, qui l'a longtemps absorbée, et elle ne s'en est dégagée que peu à peu tardivement avec le progrès de l'individualisme. Il a fallu attendre longtemps avant qu'un principe général de responsabilité civile ne soit posé. C'est jurisconsulte Doma au XVIIe siècle qui a le mérite de formuler en termes généraux le principe de la responsabilité civile. 1.1 Le concept de responsabilité en philosophie. Notons tout d'abord que la philosophie du droit est un instrument primordial sinon essentiel à la connaissance du droit réel et positif. De ce fait, la philosophie du droit se situerait au niveau le plus élevé de la réflexion humaine car elle seule permettrait de saisir le phénomène juridique dans sa globalité d'une part, et dans sa complexité de l'autre. C'est une discipline qui appelle les esprits à la convergence et constitue de ce fait un facteur d'universalité et de progrès du droit.
Elle développe une méditation sur l'idée de droit et de société, par-delà les divergences nationales ou historiques. Par ailleurs, en droit, toute nouvelle règle s'inspire de quelques principes plus généraux qu'elle précise et qu'elle structure, toute décision est fondée sur quelques règles qui la justifient. Nous assistons à une dialectique constante de la raison et de la volonté, des structures qui fixent les cadres d'une action, et des décisions qui précisent, adaptent et même modifient ces cadres s'ils sont incompatibles avec des règles mieux assises. La pratique du droit nous enseigne ainsi à ne pas reconnaître une séparation nette des facultés. Mais on peut constater avec amertume que le droit est de tous les domaines de la vie sociale, celui où la spéculation philosophique s'est le moins exercée jusqu'à nos jours, a-t-on pu écrire à la fin du siècle dernier. Au niveau du concept de responsabilité, ce dernier n'était pas très étudié dans l'histoire de la philosophie, tout au moins pas directement. Dans toute la philosophie classique, la responsabilité était considérée comme conséquence immédiate de la liberté. D'ailleurs, on retrouve l'idée liant les deux concepts par la formule « l'homme est libre et donc il est responsable des conséquences de ses choix ». La philosophie cartésienne considère même que la liberté fait partie des évidences qui ne se démontrent pas. La liberté de notre volonté se connaît sans preuve, par la seule expérience que nous en avons. Jacques Bénigne Bossuet le redira. Un homme qui n'a pas l'esprit gâté n'a pas besoin qu'on lui prouve son libre arbitre, car il le sent. Ou encore Henri Bergson qui définit la liberté comme une donnée immédiate de la conscience. Ou encore, bref, nous sommes libres quand nos actes émanent de notre personnalité entière, quand ils l'expriment, quand ils ont avec elle cette indéfinissable ressemblance qu'on trouve parfois entre l'œuvre et l'artiste. Bergson ira même plus loin en considérant qu'un acte libre est celui qui engage la personne en entier, sans dissociation particulière car aucune, selon lui, n'existe, s'agissant de pensées abstraites qui ne résistent pas à la réalité. Si l'homme n'était pas libre, c'est-à-dire pas libre de choisir entre le bien et le mal, il serait impossible de lui reprocher ses choix, ni même de l'en récompenser, et l'idée de sanction n'aurait aucun sens. La responsabilité morale suppose donc que l'homme soit doté d'une volonté libre qui soit la seule cause de ses actes. Le déterminisme ôte en revanche à l'homme toute responsabilité dans ses actes. Le philosophe néerlandais Baruch Spinoza du XVIIe siècle s'est farouchement opposé au concept du libre arbitre. Pour lui, l'homme se croit libre lorsqu'il ignore les causes. Les hommes donc se trompent en ce qu'ils pensent être libres. Et cette opinion consiste uniquement pour eux à être conscients de leurs actions et sont ignorants des causes par lesquelles ils sont déterminés. L'idée de leur liberté c'est donc qu'ils ne connaissent aucune cause à leurs actions. On mesure combien, le système actuel de responsabilité civile, qui a admis la responsabilité des êtres privés de discernement et donc de volonté libre, s'éloigne de plus en plus de cette conception morale de la responsabilité. Quant à Kant, il définit la liberté par « J'entends par liberté au sens cosmologique la faculté de commencer de soi-même, un état dont la causalité n'est pas subordonnée à son tour suivant la loi de la nature à une autre cause qui la détermine quant au temps. » Par ailleurs, Emmanuel Lévinas écrivit « Si je ne réponds pas de moi, qui répondra de moi ? Mais si je ne réponds que de moi, suis-je encore moi ?» Quant au sociologue Max Weber, il fait une distinction entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. L'éthique de conviction est pour lui une éthique des intentions à laquelle se rattache la morale chrétienne ainsi que la morale kantienne. 1.2 Le concept de responsabilité en droit comparé. Cas de la Chine et du Japon. En droit civil marocain, comme son homologue français, bien que le fondement de la responsabilité civile ait évolué et se soit souvent détaché de la faute, la formule être responsable garde encore une forte connotation morale. Cette situation n'est pas la même dans d'autres cultures notamment asiatiques. Le droit chinois n'a pas les mêmes fondements de la responsabilité civile. Il considère que la responsabilité traduit davantage l'idée de fonction, de charge ou encore de mandat, qui est en rapport avec un pouvoir et une position sociale de l'homme responsable, plus qu'avec un acte quelconque du fait de l'homme. En d'autres termes, la responsabilité prend de l'importance en fonction du rang social du présumé responsable. C'est ainsi que celui qui occupe les fonctions ou charges les plus importantes dans un système tel l'État, le village ou encore l'entreprise, tel l'empereur par exemple, a une responsabilité à la hauteur de sa fonction et de son rang social.
Si l'empereur ne remplit pas correctement sa fonction d'empereur considérée comme mandat céleste, il devra répondre de tous les désordres de son empire, même de ceux qui résultent d'une force de la nature tels les de catastrophes naturelles, par exemple, les inondations ou invasions acridiennes. De la même façon, tout fonctionnaire doit rendre compte de tout ce qui se passe dans le territoire qu'il gouverne, et tout chef doit répondre de tout ce qui relève de son pouvoir. C'est le cas notamment d'un chef d'entreprise qui sera obligé d'assumer les conséquences d'un détournement effectué par l'un de ses salariés. En droit japonais, on retrouve cette même idée à tous les niveaux. Celui qui a accepté une charge doit assumer tous les dysfonctionnements qui s'y rattachent, même ceux qui ne seraient pas de son fait. En France, c'est le contraire qui sévit et la responsabilité portera plutôt sur le lampiste. Le terme désignait à l'origine l'ouvrier qui entretient les lampes. Il en est venu dans un sens figuré à désigner la personne qui n'assure que des responsabilités réduites et sur qui les supérieurs font retomber le poids de leurs fautes. À l'analyse de ces concepts de responsabilité dans les différentes cultures citées ci-dessus, on s'aperçoit rapidement que le fossé culturel est bien large entre législation, et les obligations qui en découlent s'en trouvent bien différentes d'une culture à une autre. D'ailleurs, chez l'anthropologue Ruth Benedict dans son ouvrage Pattern of Culture, écrit en 1934 et traduit en plusieurs langues ou encore dans son livre célèbre, Le chrysanthème et le sabre, on peut lire les bases d'un relativisme culturel dans la conception notamment de la moralité chez les différentes civilisations. Cette écrivaine distingue deux grands types de cultures de responsabilité: les modèles basés sur la culpabilité et les modèles basés sur la honte. 1.3 Rôle de la faute en responsabilité dans le droit marocain. Le rôle de la faute, effacée à l'origine, ne cessera de grandir et la faute fut mise au premier plan de la responsabilité civile qui était considérée comme instrument de moralisation des conduites humaines ainsi que comme institution destinée à indemniser les victimes. Au départ, la faute apparaîtrait comme une véritable condition d'existence de la responsabilité civile. Dès lors, il était possible de dénoncer le principe selon lequel qu'il n'y a pas de responsabilité sans faute. Mais à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, un vaste mouvement d'extension de la responsabilité civile va se déclencher. Ces manifestations de l'évolution objective de la responsabilité ont fait leur apparition aussi bien sur le plan jurisprudentiel que sur le plan légal. En fait, c'est la jurisprudence qui a amorcé en droit positif le mouvement d'extension de la responsabilité civile, en admettant que la responsabilité ne peut être engagée indépendamment de toute faute de responsabilité. Le législateur ne sera pas en reste dans cette évolution d'extension de la responsabilité civile. Toute une série de lois viendra créer des régimes spéciaux de responsabilité engagée sans faute du responsable dans des domaines où le risque d'accident est fort élevé. C'est le cas des accidents de travail par exemple, domaine où l'indemnisation est automatique quoique forfaitaire et limitée. Cette objectivation de la responsabilité n'atteint cependant pas le but escompté, à savoir l'indemnisation. En fait, les patrimoines individuels se montrent bien étroits pour garantir et couvrir effectivement la réparation de tous les dommages dont chacun peut être déclaré responsable indépendamment de sa faute. Il devenait donc nécessaire d'assurer une collectivisation de la responsabilité, afin de diluer la charge de l'indemnisation et de la rendre plus supportable. Toute l'évolution objective de la responsabilité ne fut possible qu'en raison d'un autre phénomène social de grande importance, à savoir le développement de l'assurance. Apparue à la même époque, elle aboutit à décharger le responsable du paiement effectif de l'indemnité en le garantissant contre les incidences pécuniaires de sa responsabilité. 2. La responsabilité civile et pénale dans le cadre du droit. La responsabilité civile se rapproche par certains aspects de la responsabilité pénale. Les deux formes peuvent se combiner notamment lorsqu'il y a constitution de partie civile. 2.1. La responsabilité dans le cadre du droit civil en tant que principe de droit. Le concept de la responsabilité est un vieux principe d'après lequel tout dommage causé à autrui oblige celui par la faute duquel il a été causé à réparer lorsqu'un lien de causalité a été démontré comme existant entre le dommage et l'acte commis. Le fait dommageable engendre une obligation légale à la charge de son auteur qui en est débiteur à l'égard de la victime.
La réparation se fait généralement en numéraire au profit de la victime ou de ses ayants droit. La responsabilité civile n'est donc pas fondée que sur des préoccupations juridiques, mais elle est également fondée sur des préoccupations morales. Car il est important que le responsable d'un dommage le répare. Même si la responsabilité civile se rapproche de la responsabilité pénale sur certains aspects, elle demeure néanmoins plus générale et non limitée. On enregistre de plus en plus une évolution grandissante des faits entraînant la réparation sur la base de la responsabilité civile tels les dommages et intérêts, la perte de chance, la perte d'image, etc. La condition sine qua non de la mise en œuvre de la responsabilité civile réside dans le fait de l'existence d'un dommage causé à autrui. L'importance du dommage, le taux et la gravité du préjudice détermineront la réparation nécessaire. À dommage total, réparation totale. Par ailleurs, l'existence de plusieurs fautes, quand elles ont été à l'origine de la réalisation du dommage, peut entraîner un partage de la dette de réparation. C'est le cas où plusieurs personnes concourent à la réalisation du dommage. Cette situation peut être illustrée par un cas courant où le bureau d'études commet une faute de conception au niveau du dimensionnement d'une structure porteuse, et le bureau de contrôle technique, censé contrôler et valider son travail, confirme son travail et donc laisse passer la faute. Dans ce cas précis, la responsabilité devrait être partagée entre le BET et le BCT. Il faut noter que l'ensemble des principes de la responsabilité civile au Maroc est régi par le DOC. En résumé, la responsabilité civile est couramment définie comme étant l'obligation mise à la charge d'un responsable de réparer les dommages causés à autrui. La responsabilité civile doit être distinguée de la responsabilité pénale. En fait, le préjudice causé à autrui dans le cadre de la responsabilité pénale est un préjudice social et une atteinte à l'ordre public. Il est suffisamment grave pour provoquer une forte réprobation sociale et être érigé en infraction telle que l'homicide volontaire, l'émission de chèques sans provision, le vol, etc. Dans le cas de la responsabilité pénale, contrairement à la responsabilité civile, la sanction est répressive, emprisonnement, privation de carnet de chèques, etc. En droit civil, la responsabilité civile est divisée en deux grandes branches, la responsabilité contractuelle et la responsabilité extra-contractuelle. À travers et par la responsabilité civile, le droit cherche à assurer aux membres de la société la réparation des dommages privés qu'ils auraient subis, et ce afin de remettre les choses en état de rétablir un équilibre qui avait disparu entre eux. Dans ce cas précis, la sanction infligée au fauteur a un caractère indemnitaire et non répressif. Par opposition à la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle qui oblige à réparer un préjudice causé à autrui, n'ayant aucun lien juridique avec le fauteur, la responsabilité contractuelle dérive d'un contrat établi entre le fauteur et le lésé. Plus un droit évolue, plus l'indépendance du droit civil par rapport au droit pénal s'accroît. Alors que les finalités du droit pénal sont diverses et évolutives, adaptation de la punition du coupable aux différentes situations, réinsertion de criminels, etc., le droit civil ne s'intéresse qu'au dédommagement de la victime. Par ailleurs, on constate une évolution, du moins inquiétante, vers une responsabilité préventive des fauteurs. Cependant, une partie de la doctrine contemporaine tente d'attribuer à la responsabilité délictuelle une nouvelle fonction, dite préventive. Elle pourrait être sollicitée non seulement pour réparer un dommage actuel et certain, mais également pour prévenir un simple risque de dommage qui ne s'est pas encore réalisé. Tournée vers l'avenir, elle permettrait à la victime potentielle d'échapper au préjudice qui la menaçait. On peut constater que des arrêts prononcés par les cours françaises acceptent d'engager la responsabilité civile sur le simple constat d'un risque ou d'une menace, et condamnent de ce fait le créateur du risque à exécuter ou à financer les travaux propres à en éviter la réalisation. Cette évolution de la responsabilité civile préventive est nettement constatée dans les litiges naissant entre voisins et trouvant par exemple leur origine dans le mauvais état d'un mur séparatif. Dans ce cas précis, le tribunal impose au propriétaire la reconstruction de son mur pour éviter qu'il ne s'effondre sur le fond contigu. Dans ce cas, la question d'assurance se pose d'elle-même.
La dépense engagée par le propriétaire du mur est-elle garantie par l'assurance de responsabilité civile? La prise en charge de ce sinistre a été admise par la Cour de cassation française, première chambre civile, le 30 juin 1976 ainsi que par la Cour d'appel de Nîmes, France, le 9 octobre 1978. Ces deux juridictions ont en effet estimé que la reconstruction du mur, ayant été ordonnée principalement dans l'intérêt du voisin pour lui éviter de nouveaux dommages, était la conséquence de la responsabilité de l'assuré et devait donc être couverte par l'assurance de responsabilité. En revanche, lorsque la réparation ne profite qu'à l'assuré, elle ne peut être prise en charge par l'assurance de responsabilité. 2.2 La responsabilité vue par le droit pénal. Le domaine des infractions pénales est limité. En effet, le Code pénal comporte une liste d'infractions et les sanctions qui leur correspondent. Les magistrats doivent s'en tenir à l'énumération légale, en vertu du principe de la légalité des peines et de la règle, pas de peine sans loi. Mais à l'intérieur de cette liste, tout fait pénalement réprimable est illicite et entraîne la responsabilité pénale alors même qu'il n'existerait aucun dommage. La répression de la tentative en est une bonne illustration. Ce qui compte, c'est l'existence d'une faute pénale personnelle, infraction, d'où la proportionnalité de la peine et de la gravité de la faute. Par ailleurs, la faute de la victime n'allège pas la responsabilité de l'auteur de l'infraction, sous réserve de quelques rares exceptions telles que la légitime défense, l'état de nécessite, la provocation. Il faut noter aussi que même l'existence de coauteurs ne conduirait pas automatiquement au partage de la responsabilité pénale. Toutefois, le droit pénal se développe de plus en plus vers une responsabilité pénale objective. La répression de l'infraction relative à l'imprudence dépend en grande partie du résultat du dommage causé à la victime. De plus, l'existence de diverses infractions, contraventions, délits ou crimes, permettent une répression en fonction d'une échelle de gravité, amende, emprisonnement, réclusion, etc. La responsabilité pénale vise à sanctionner une personne qui commet une infraction, par le fait d'enfreindre une règle de droit destinée à protéger la société. Il peut s'agir d'une infraction par commission ou une infraction par omission. La mise en œuvre de la responsabilité pénale suppose l'intervention d'un tribunal correctionnel ou d'assises. Dans le cadre des poursuites pénales, on est rarement en mesure de transiger avec le parquet en tant que défendeur des intérêts moraux de la société. Cela est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit d'un crime tel qu'un homicide volontaire ou une action terroriste du suspect. 3. Régime contractuel et extra-contractuel de la responsabilité civile. Traditionnellement, on distingue la responsabilité civile contractuelle de la responsabilité civile extra-contractuelle. Par contre, lorsque la responsabilité trouve son origine dans une infraction contre l'ordre public, la responsabilité sera qualifiée de responsabilité pénale. La responsabilité civile peut trouver son origine soit dans un fait juridique, soit dans un acte juridique. Dans le cas du fait juridique IE, un événement qui pourrait être susceptible de produire des effets de droit, cas d'un sinistre au tiers par exemple, est à l'origine la responsabilité. Deux situations peuvent se produire. La responsabilité civile serait délictuelle si le fait désigné est volontaire. Si au contraire, ce fait n'est pas volontaire, la responsabilité civile serait qualifiée de responsabilité civile quasi-délictuelle. Dans le cas d'existence d'un acte juridique se manifestant par une volonté destinée à produire des effets de droit, tel un contrat par exemple, la responsabilité civile serait qualifiée de responsabilité civile contractuelle. La responsabilité civile contractuelle et la responsabilité civile extra-contractuelle se présentent de ce fait comme les deux principaux régimes de la responsabilité civile. Quant à la responsabilité pénale, elle ne sera engagée que si l'individu a commis une faute expressément prévue par le Code pénal, contravention, délit ou crime. La sanction correspondant à la faute est elle aussi prévue par le même Code. 3.1 La responsabilité contractuelle. En matière contractuelle, les engagements des parties sont réciproques, ce qui signifie que si l'une des parties n'exécute pas ses engagements, l'autre partie pourra intenter une action en justice destinée à obtenir soit une exécution forcée des termes du contrat,
soit une exécution forcée en équivalent, ce qui se soldera par la condamnation au paiement de dommages et intérêts. Dans un tel cas, on considère que l'inexécution du contrat met en jeu la responsabilité contractuelle, responsabilité qui se fonde donc sur l'inexécution des obligations nées d'un acte juridique. Les éléments constitutifs de la responsabilité contractuelle sont semblables à ceux de la responsabilité délictuelle, à savoir 1. Une faute qui résulte de l'inexécution du contrat. 2. Un dommage subi par le créancier. 3. Un lien de causalité entre la faute et le dommage. Avant de savoir si un débiteur est en faute, il est nécessaire de se poser la question de la portée exacte de l'engagement qu'il a souscrit. Si l'une des deux parties porte l'affaire devant un tribunal pour inexécution totale ou partielle du contrat, le juge se référera très souvent au concept d'obligation de moyens ou à celui d'obligation de résultat en matière contractuelle. D'une manière générale, rappelons qu'en matière d'obligation de résultat, le juge constatera que le résultat promis par le débiteur n'a pas été atteint. Cette constatation laissera supposer que ce dernier est en faute. La preuve reste à la charge du débiteur pour prouver l'absence de faute commise par son intervention. Inversement, en matière d'obligation de moyens, ça sera au créancier de l'obligation de moyens de prouver la faute du débiteur. L'intérêt de la distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat réside donc dans la détermination de la charge de la preuve. Les causes d'exonération de responsabilité. On retrouve ici les mêmes causes qu'en matière de responsabilité délictuelle. 1. La force majeure. 2. Le fait de la victime. 3. Le fait d'un tiers. Cette forme de responsabilité est fréquemment mise en œuvre aujourd'hui dans nos sociétés et soulève évidemment le problème plus vaste qu'est celui de l'inadaptation des législations concernant la responsabilité des entreprises vis-à-vis de la société tout entière et de l'environnement. Cette situation a été largement illustrée par de graves accidents industriels ou de construction tels que incendie de l'usine d'ameublement ROSAMOR à Casablanca, Maroc survenu le 26 avril 2008, occasionnant la mort de 55 personnes. Écroulement du bâtiment en cours de construction au projet Al-Manal à Kenitra, Maroc, le 26 janvier 2008, engendrant la mort de 18 personnes. Explosion d'un stock de nitrate d'ammonium de l'usine chimique AZF à Toulouse, France le 21 septembre 2001 occasionnant la mort de 31 personnes. 3.2. Différents régimes de responsabilité extra-contractuelle. Au niveau de cette responsabilité délictuelle, on distingue 3 cas. La responsabilité du fait personnel fondée sur la notion de faute prouvée est régie par les articles 77 et 78 du DOC ou encore les articles 1382 et 133 du Code civil français. La responsabilité du fait d'autrui régie par l'article 85 du DOC et par l'article 1384 du Code civil français. Dans ce cas de figure, la responsabilité peut incomber à une personne qui n'est pas l'auteur des dommages mais causés par l'un de ses préposés dans le cadre de son service. La responsabilité des faits des choses, conformément à l'article 88 du DOC, c'est-à-dire toute chose qui par son fait occasionne un dommage à autrui et entraînant par l'occasion la responsabilité du gardien de cette chose. Par ailleurs, des responsabilités particulières ont été édictées par la loi telles la responsabilité des animaux et des immeubles, articles 86, 87, 89 et 90 du DOC marocain et les 1385, responsabilité du fait des animaux et 1386, responsabilité du fait des immeubles, dans le Code civil français. La responsabilité du fait des choses est régie par l'article 1384 dans le Code civil français. La responsabilité délictuelle constitue la responsabilité de droit commun. Elle a été longtemps considérée comme la seule responsabilité civile véritable. Le DOC a consacré à la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle les articles 77 à 89. Le principe général étant posé par l'article 77 qui dispose « Tout fait quelconque de l'homme qui sans autorisation de la loi cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer le dit dommage, lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe.
La responsabilité délictuelle est née donc à l'occasion d'un fait juridique qui a provoqué un préjudice. Avant la survenance du dommage, aucun lien juridique n'existe entre l'auteur du dommage et la victime lésée. C'est le délit qui fait naître ce lien juridique, et cette obligation de réparation. Le fait juridique à l'origine du dommage peut être volontaire, auquel cas on parle de responsabilité délictuelle. Dans le cas contraire, on parle de responsabilité quasi-délictuelle. Le dommage peut être causé directement par l'auteur. Responsabilité du fait personnel. Il peut être causé par une personne dont on doit répondre civilement. Responsabilité du fait d'autrui ou du fait d'une chose dont on a la garde. Responsabilité du fait des choses. A. La responsabilité du fait personnel. Tout fait quelconque de l'homme qui, sans autorité de la loi, cause volontairement à autrui un dommage, oblige son auteur à réparer le dit dommage lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe. C'est dans ce sens que s'exprime l'article 77 du DOC. Il s'agit là d'une règle d'ordre public, en ce sens qu'elle ne peut être écartée par un accord des parties. D'ailleurs, ce dernier ne pourrait être que nul et sans effet. L'examen des articles 77 et 78 fait dégager 3 éléments pour déclencher la responsabilité du fait personnel, à savoir la faute, le dommage et le lien de causalité. La faute étant déterminante. La responsabilité du fait personnel repose sur le système de faute prouvée. La victime devra apporter la preuve du dommage, de la faute et du lien de causalité. Alors que pour s'exonérer, l'auteur du dommage devrait rapporter la preuve du contraire. Preuve qu'il n'a pas commis de faute. Preuve que la faute est imputable à un tiers, à la victime ou à une cause étrangère. B. La responsabilité du fait d'autrui. À la différence du régime précédent, la responsabilité du fait d'autrui va mettre la réparation du dommage non pas à la charge de l'auteur du dommage, mais à la charge d'une autre personne qui répond de lui. La responsabilité du fait personnel étant fondée sur la faute prouvée. La victime a donc l'obligation d'apporter la preuve de la faute, ce qui n'est pas toujours facile. Or, c'est de cette preuve que dépend la réparation. La responsabilité du fait d'autrui est basée sur la théorie de la garde, et donc n'a pas le même fondement que le régime précédent. La place de la faute y est différente. Celle-ci y est parfois présumée. En fait, selon le régime de garde concerné, père, artisan, commettant, État, etc., on se trouvera en présence d'une présomption de responsabilité ou une présomption de faute et selon le cas, le principe d'exonération de la responsabilité différera. Afin d'illustrer ces cas, nous traiterons le cas de responsabilité du fait des préposés. Le régime de la responsabilité du fait des préposés est fondé sur le lien de subordination qui caractérise les rapports entre préposés et commettants. La preuve d'absence de faute du commettant ne lui servira à rien. Il est soumis à la présomption de responsabilité, et pour s'en dégager, il doit porter la preuve d'absence de la cause génératrice de cette responsabilité, à savoir l'absence du lien de subordination. Autrement dit, qu'il n'avait plus la qualité de commettant, lien suspendu par licenciement ou rompu par démission, ou qu'il s'agisse d'un cas d'abus de fonction. Exemple. Un usager circulant sur une Vespa et était victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un camion conduit par un préposé. Celui-ci avait terminé son travail et allait faire des achats pour ses besoins personnels. L'utilisation du véhicule était formellement interdite sur une route de ceinture, sauf autorisation de l'entreprise. L'employeur qui avait invoqué un abus de fonction est déclaré seul responsable des dommages. La Cour d'appel note qu'il appartient au commettant de démontrer qu'il s'exonère de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en cette qualité. Les deux seuls éléments sur lesquels il fonde ses allégations sont une déclaration de son préposé et une attestation de 4 employés de son entreprise. Selon la Cour d'appel, ils sont trop vagues pour démontrer un abus de fonction du préposé. Le pourvoi de l'employeur était rejeté. Celui-ci ne s'exonérait pas de la présomption de responsabilité pesant sur lui. Il doit réparation du préjudice subi en sa qualité de gardien du véhicule impliqué. La Cour d'appel a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits. C. La responsabilité du fait des choses.
L'article 88 du DOC pose le principe de responsabilité du fait des choses en termes suivants. Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde, lorsqu'il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage, s'il ne démontre 1. Qu'il a fait tout ce qui était nécessaire afin d'empêcher le dommage. 2. Et que le dommage dépend soit d'un cas fortuit, soit d'une force majeure, soit de la faute de celui qui en est victime. Le régime de responsabilité prévu pour la garde des choses est assez particulier. Car pour s'exonérer, le gardien, celui qui a l'usage, la direction et le contrôle de la chose, devra apporter la double preuve qu'il a fait tout ce qui était nécessaire afin d'empêcher le dommage, et que le dommage dépend soit d'un cas fortuit, soit d'une force majeure, soit de la faute de celui qui en est victime. Si seulement l'une des deux preuves est apportée, par exemple la faute de la victime, elle ne suffira pas à elle seule pour dégager la responsabilité du gardien. De même que l'absence de faute ne saurait l'exonérer, car la garde des choses repose sur un principe de prescription de responsabilité. Ainsi l'automobiliste qui ne commet aucune infraction au code de la route mais occasionne un dommage, ne sera pas poursuivi pénalement, mais peut faire l'objet d'une action en réparation même de la part d'une victime fautive, dans le cas de priorité de droite par exemple. L'évolution consiste de plus en plus à mesurer l'acte du gardien et la participation active ou passive de la victime. Exemple. Un arbre en tombant, il écrase une voiture en stationnement. Un poteau électrique tombe sur la voie publique et blesse un piéton. Le voisin plante des arbres qui cachent la vue de son mitoyen. Une fuite d'eau dans une salle de bain cause des dommages aux voisins du dessous. Explosion d'un chauffe-eau ou d'un téléviseur acheté dans un magasin. Etc. D. La responsabilité du fait des animaux. L'article 86 du DOC marocain dispose: chacun doit répondre du dommage causé par l'animal qu'il a sous sa garde, même si ce dernier s'est égaré ou échappé, etc. L'article 1385 du Code civil français précise que le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. Ces articles tant marocains que français mettent clairement la responsabilité à la charge du propriétaire, donc du gardien de l'animal tel un chien, cheval, veau, etc., lorsque ce dernier a causé un dommage à autrui même s'il s'est échappé et n'est plus sous la surveillance de son maître. L'indemnisation couvre aussi bien les dommages matériels, arrachage de vêtements, casse de meubles, etc., que corporels, morsures, piétinements, etc., causés par l'animal. Le DOC marocain, dans son article 86, retient bien la responsabilité des propriétaires d'animaux vis-à-vis des tiers. Cette forme de responsabilité pèse, bien entendu, sur tous les propriétaires et gardiens d'animaux. D'ailleurs, les affaires impliquant les responsables de parcs zoologiques sont très nombreuses. C'est le cas notamment d'un éléphant qui a blessé un visiteur, en lui jetant une pierre sur la vitre de sa voiture. La responsabilité du fait des bâtiments. L'article 89 du DOC marocain dispose: le propriétaire d'un édifice ou autre construction est responsable du dommage causé par son écroulement ou par sa ruine partielle, lorsque l'un ou l'autre est arrivé par suite de vétusté, par défaut d'entretien, ou par le vice de la construction. La même règle s'applique au cas de chute ou ruine partielle de ce qui fait partie d'un immeuble tels que les arbres, les machines incorporées à l'édifice et autres accessoires réputés immeubles par destination. Cette responsabilité pèse sur le propriétaire de la superficie, lorsque la propriété de celle-ci est séparée de celle du sol. Etc. L'article 1386 du Code civil français précise que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. Aussi bien l'article marocain que son homologue français, la présomption de responsabilité du propriétaire de l'immeuble qui a causé le dommage est retenue, et ce dans le sens d'inciter les propriétaires d'immeubles à mieux entretenir leurs édifices et éviter ainsi des accidents causés aux tiers. D'ailleurs, on peut noter qu'on a observé ces derniers temps l'écroulement de balcons sur les passants à Casablanca, et cela par manque d'entretien. 3.3 La responsabilité extra-contractuelle et son exonération. Cette responsabilité rentre dans le cadre de la responsabilité civile extra-contractuelle,
et s'apparente à la responsabilité civile délictuelle à la différence d'absence d'intention du fauteur de nuire au lésé. Elle englobe les fautes d'imprudence et de négligence, se caractérisant par l'absence d'intention de nuire. C'est ce genre de responsabilité que les polices d'assurance couvrent. Elle est régie par l'article 78 du DOC qui dispose: chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu'il est établi que cette faute en est la cause directe. Toute stipulation contraire est sans effet. La faute consiste, soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage. A. Exonération de responsabilité. Celui qui voit sa responsabilité engagée pourra, bien entendu, se défendre afin de s'exonérer de toute responsabilité au regard du fait survenu. On relève principalement 3 causes d'exonération de responsabilité qui pourront être invoquées par le défendeur. Ces causes d'exonération sont d'ailleurs communes à la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle. 1. Le cas de force majeure. La force majeure évoque l'idée qu'un événement soit insurmontable lorsqu'il se produit, alors qu'un cas fortuit vise un événement survenu de façon inattendue et imprévisible. Elle est habituellement définie par son caractère imprévisible, irrésistible et extérieur. Il y a lieu de noter que la Cour de cassation française a parfois retenu que l'irrésistibilité de l'événement est à elle seule constitutive de la force majeure, lorsque sa prévision ne saurait permettre d'en empêcher les effets, sous réserve que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l'événement. En d'autres termes, c'est le caractère d'inévitabilité qui reste fondamental pour que la force majeure soit retenue, et le débiteur se voit exonéré de sa responsabilité. Par ailleurs, le caractère d'extériorité de la cause du dommage reste elle aussi essentiel puisque la Cour de cassation française a considéré que la grève du personnel ne peut être retenue comme une force majeure vu que ce phénomène est interne et non externe à l'entreprise. La force majeure se définit juridiquement comme l'événement imprévisible, irrésistible et externe, qui élimine l'obligation pour le responsable de réparer le dommage. Ainsi, tout événement qui ne répond pas à ces conditions ne pourra être qualifié de cas de force majeure. Par exemple, en matière de navigation maritime, la tempête ne libère pas le transporteur de son obligation de résultat, c'est-à-dire amener le voyageur sain et sauf à destination, car l'événement n'est pas à proprement parler imprévisible puisque les moyens technologiques et techniques permettent de prévoir les tempêtes à temps. Il en va de même pour la grève qui ne peut être qualifiée ni d'événement imprévisible, puisque l'entreprise est informée auparavant, et ni d'événement externe, puisque le personnel gréviste fait partie intégrante de l'entreprise. En bref, la force majeure peut exonérer totalement la responsabilité d'une personne. Autre exemple, en 1987, au cours d'une partie de chasse, un chasseur a été blessé par le ricochet d'un gain de plomb tiré par un autre chasseur. Dans un premier temps, la Cour d'appel avait admis que le ricochet constituait un fait imprévisible et insurmontable. La Cour de cassation française a cassé cet arrêt et n'a pas considéré ce fait comme un cas de force majeure. Le chasseur maladroit a donc été reconnu totalement responsable. 2. Le fait de la victime. Relativement au fait de la victime, la jurisprudence est assez sévère et exige que le fait de la victime constitue, ainsi que la force majeure, un événement imprévisible et insurmontable. Par exemple, en matière d'accident de la circulation, en vertu de la loi du 5 juillet 1985, la faute de la victime doit, pour pouvoir exonérer le conducteur, être inexcusable et même constituer la cause exclusive du dommage. 3. Le fait d'un tiers. Concernant le fait d'un tiers, il n'exonère la responsabilité d'une personne que s'il est lui aussi, imprévisible et irrésistible. S'agissant encore une fois d'accident de la circulation, le fait d'un tiers n'exonère plus le conducteur de sa responsabilité, loi du 5 juillet 1985. Il s'agit ici, et surtout, de permettre une indemnisation plus rapide et plus complète des victimes par les assureurs. B. Absence de dispositions écrites pour les obligations extra-contractuelles. La norme fondamentale dont la méconnaissance est constitutive d'une faute civile
peut émaner d'une coutume dans l'acceptation la plus large de ce mot. Dans l'esprit des rédacteurs du DOC marocain et le Code civil français, l'apport essentiel des articles 77 et 78 du DOC marocain et les articles 1382 et 1383 du Code civil français a consisté à abolir, en droit civil, la méthode casuistique de définition des délits spéciaux qui a survécu jusqu'à nos jours dans certains pays étrangers, notamment en Angleterre et aux États-Unis. Par ces dispositions, tant le DOC marocain que le Code civil français n'imposent plus l'observation de devoirs précis aux délimitations et contours bien définis. Mais, en sanctionnant les fautes qualifiées par le Code civil français d'imprudence et de négligence ou omission de faire ou ne pas faire par le DOC marocain, les deux codes se réfèrent à une norme générale de conduite sociale imposant de se comporter en toutes circonstances avec prudence et diligence. La faute peut résulter dans l'exercice des droits. C'est le cas de l'abus de droit notamment. La référence au bon père de famille dans le Code civil français cité 9 fois et 2 fois dans le DOC marocain permet à contrario d'engager la responsabilité civile d'une personne. La faute peut consister, non seulement dans un fait actif, mais aussi en une simple abstention droit de faire telle qu'elle est définie dans l'article 78 du DOC, omettre ce qu'on était tenu de faire. La jurisprudence française, la marocaine dans une moindre mesure, a un véritable pouvoir sur la définition des obligations extra-contractuelles. Elle affirme que l'observation de toutes les dispositions légales et réglementaires ne suffit pas à mettre l'auteur d'un dommage à l'abri d'une action en responsabilité civile, et reconnaît la possibilité de sanctionner comme fautifs tous les comportements qui, bien que non incriminés par un texte particulier, paraissent contraires à ce que certains auteurs ont appelé la norme fondamentale de comportement, et d'autres la norme générale de civilité. 1. Violation d'une règle coutumière. Cette violation se réfère au comportement bon père de famille. En fait, la faute est commise dès lors qu'on ne se comporte pas comme un bon père de famille qui devrait normalement agir avec prudence et habileté. Certes, le législateur ne peut pas légiférer sur tout et ne peut de ce fait tout prévoir. C'est pour cette raison qu'en droit tant marocain que français, existe la notion de gestion en bon père de famille. Une notion de bon sens qui guide l'action de la personne. Il s'agit d'une norme communément admise, susceptible d'évoluer en fonction de la variation des exigences de la société à travers son développement et son évolution. Mais il faut reconnaître aussi que cette notion de bon père de famille peut s'avérer dans certaines situations abstraites. Il y aura donc responsabilité à chaque fois que la personne ne se serait pas montrée en bon père de famille et ce sur la base de l'appréciation du juge. D'ailleurs, cette situation est très souvent constatée dans le secteur des assurances. C'est le cas de différends qui opposeraient un assureur et un assuré quant à la compréhension et l'interprétation de ce concept. En d'autres termes, cette définition de bon père de famille n'est pas toujours comprise de la même manière des deux parties en conflit. Il peut y avoir une faute commise dans l'exercice d'un droit. La responsabilité sera engagée, par exemple, dans la critique. La liberté d'expression et d'opinion est le corollaire de la critique. Cependant, cette liberté connaît des limitations selon les pays qui résultent des usages locaux. Des usages qui diffèrent d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre et surtout d'un régime politique à un autre. De plus, l'abus de droit est partie prenante de la responsabilité civile, car user d'un droit contrairement à sa finalité, détourner une fonction ou un pouvoir et agir sans mobile légitime, c'est commettre une faute. Un homme avisé, prudent et raisonnable n'agirait pas de la sorte. L'abus de droit est d'inspiration morale. Il marque l'existence d'un conflit entre un droit positif appartenant à une personne et un devoir moral lui incombant. En usant de son droit, elle manque à son devoir moral. 2. Abstention fautive. Les juges peuvent sanctionner les abstentions. Il peut y avoir abstention dans l'action et abstention sans action. Abstention dans l'action. C'est le cas d'une personne qui s'abstient de prendre les mesures pour éviter que le dommage se réalise. Il en est ainsi non seulement lorsqu'un texte impose l'acte omis, mais aussi en l'absence de toute disposition impérative. Plus largement, la faute se révèle toutes les fois. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.